Je n'étais pas censé être à la maison ce soir-là. Le congrès à Lyon devait se terminer samedi, mais un orage violent a traversé la région comme s'il avait une dent contre tout le monde. Les vols ont été retardés les uns après les autres, et le mien a été purement et simplement annulé. On m'a proposé de me replacer le lendemain matin, mais je déteste rester coincé dans un hôtel sans rien faire. Je n'ai jamais su rester en place, surtout quand je sais que je pourrais être ailleurs, en train d'avancer. J'ai donc fait à l'ancienne. J'ai fait la queue au comptoir, demandé les places en stand-by, et par un coup de chance incroyable, j'ai eu le dernier siège sur un vol tardif pour rentrer. La place était coincée tout au fond, à côté des toilettes, mais je m'en fichais. Tout ce à quoi je pensais, c'était, peut-être que je vais surprendre Camille. Elle devait être en train de terminer sa soirée probablement levée sous son vieux plaid en laine, devant un de ces documentaires sur les crimes avec le son trop bas pour comprendre la moitié des dialogues. Je suis arrivé à la maison un peu après 21h30. Rue calme. La maison avait l'air normal de l'extérieur. Rien d'anormal, jusqu'à ce que j'entre. Vous avez déjà eu cette sensation que quelque chose cloche, sans pouvoir mettre le doigt dessus? Juste, l'air est différent. C'est exactement ce que j'ai ressenti dès que j'ai franchi la porte. Les petits détails. Le salon était impeccablement rangé. Pas de chaussures près de l'entrée. Pas de verre de vin sur la table basse, alors qu'elle en laisse toujours un. Et le saladier à pop-corn n'était pas là non plus. Ce saladier faisait partie de notre rituel du vendredi soir, même si elle refusait d'admettre qu'elle le cramait systématiquement. La télé était éteinte. Les lumières tamisées. Rien sur les plaques. Le silence paraissait presque artificiel, comme si j'étais entré dans une maison témoin qui ressemblait à la nôtre. J'ai posé mon sac de voyage au bout du canapé et je suis passé dans la cuisine. C'est là que je l'ai vu. Un ticket de caisse. À moitié glissé sous son téléphone sur le plan de travail. Pas vraiment caché, mais pas affiché non plus. Comme posé là à la va-vite, en pensant que je ne rentrerais que le lendemain. L'atelier des saveurs. Je connaissais le nom. Restaurant chic du centre-ville. Nappe blanche, violoniste dans un coin, service en salle très étudié. On y était allé 2 fois seulement, notre anniversaire de mariage et son anniversaire à elle, les 2 fois avec réservation faite 1 mois à l'avance. 2 menus. Filet de bœuf. Risotto aux langoustines. Et du champagne. Du champagne. J'ai fixé le ticket comme s'il venait de me gifler. On n'est pas riche. À l'aise, oui. Je travaille dans la cybersécurité, Camille dirige sa propre boîte de conseil en communication. Mais l'atelier des saveurs, ce n'est pas le genre d'endroit où on va dîner un mardi soir ordinaire, encore moins avec une bouteille de champagne. On avait des règles pour les sorties au restaurant, on les gardait pour les grandes occasions. Et là, ce n'en était clairement pas une. Je suis resté planté là plus longtemps que je n'aurais dû, juste à tenir le ticket. À le relire. À vérifier l'heure. 19h42. Le soir où j'étais censé être absent. Environ 10 minutes plus tard, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Elle est entrée en fredonnant un air que je ne connaissais pas, les talons claquant sur le parquet comme un soir ordinaire. Son manteau était posé sur son bras, et son maquillage paraissait plus frais que d'habitude après une journée de boulot. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée net. « Oh, je ne savais pas que tu serais rentré. » Vol annulé, j'ai dit. J'ai pris un stand-by. Elle a cligné des yeux. Un petit sourire a tiré le coin de sa bouche, mais il n'a pas atteint ses yeux. Eh bien, quelle bonne surprise. Elle s'est approchée et s'est penchée pour m'embrasser. Sur la joue. Rapide. Très pro. Comme quand elle part faire une course. Je ne lui ai pas rendu son baiser. J'ai juste levé le ticket entre nous. Joli dîner, j'ai dit, la voix neutre. On fait quelque chose? Ses yeux ont glissé sur le papier. Elle n'a pas eu l'air choquée. Pas une seconde d'hésitation. Dîner avec un gros client. Mon directeur a insisté. On essaie de décrocher un gros contrat. Les mots sont sortis fluides. Comme répétés devant la glace. J'ai hoché la tête lentement. Ton directeur. Oui, a-t-elle dit, trop détendue. Il voulait emmener le client dans un endroit correct. Ton directeur, j'ai répété, comme si je goûtais le mot. Celui qui fait de l'urticaire dès qu'on ouvre une boîte de crabes au bureau. Là, ça l'a touché.
Elle a cligné une fois, peut-être deux, puis elle a haussé les épaules avec un sourire qui n'avait rien à faire sur son visage. Eh bien, ce n'est pas lui qui a pris les fruits de mer. C'est moi. Ce sourire, impeccable, mais ses yeux ont fui. Une fraction de seconde. J'ai hoché la tête encore une fois. J'espère que ça en valait la peine. Elle n'a rien répondu. Je suis passé devant elle, je suis allé dans la chambre, j'ai jeté mon manteau sur le fauteuil et j'ai fermé la porte derrière moi. Ce soir-là, quelque chose s'est cassé. Pas avec des cris, pas avec des portes qui claquent. Mais doucement. Comme une corde qui s'effiloche juste assez pour qu'on sache qu'elle ne tiendra plus. Ce soir-là, j'ai cessé d'être son mari pour devenir l'enquêteur. J'ai toujours été un réparateur. Quand quelque chose ne marche pas, je ne panique pas, je cherche pourquoi. C'est sans doute pour ça que la cybersécurité m'est venue naturellement. C'est un métier fait pour les gens comme moi, des penseurs discrets qui aiment l'ordre. On suit les traces que la plupart des gens ne remarquent jamais. On regarde là où personne ne pense à regarder. Le lendemain matin, après que Camille m'eut servi son histoire de dîner avec un client, je me suis réveillé tôt et j'ai fixé le plafond un long moment. Quelque chose en moi avait changé. Je n'étais pas encore en colère, pas le genre de colère qui hurle ou qui tape du poing. C'était un calme froid, calculé. J'avais une mission maintenant. Je devais connaître la vérité. Je ne lui ai rien dit quand elle est partie. Juste un signe de tête au-dessus du café, comme n'importe quel autre jour. Elle m'a souri, a lancé un « je t'aime » par-dessus son épaule et est partie en talons. Je n'ai pas répondu. Elle ne savait pas que pendant qu'elle était sous la douche, j'avais déjà débranché son téléphone du chargeur. Je travaille dans la sécurité informatique pour des grosses boîtes aux sous-traitants. La plupart du temps, je fais des audits de risque, je traque des failles, j'aide des clients importants à boucher leurs trous. J'ai construit des pare-feux plus solides que des coffres de banque. Rentrer dans le téléphone de Camille. Une formalité. Moins d'une minute, et j'avais accès à ses sauvegardes iCloud, ses historiques de localisation, ses comptes synchronisés, ses données stockées. Elle se croyait prudente. Messages qui s'autodétruisent. Dossier photo caché. Appels vocaux passés depuis son numéro pro au lieu du perso. Mais rien de tout ça n'avait d'importance. Je n'avais pas besoin de ces messages. J'avais juste besoin de ses habitudes. Chaque appareil laisse une trace. Chaque géolocalisation, chaque connexion, chaque synchronisation de calendrier tout parle, même quand on pense que ça ne dit rien. Elle allait 2 fois par semaine au même hôtel, rue de la Préfecture, un petit boutique-hôtel discret coincé entre un salon de thé et une librairie ancienne. Toujours le mardi et le jeudi, pendant les heures qu'elle disait réservées à des points clients ou des déjeuners d'équipe. Elle avait utilisé notre carte commune une fois à une station-service juste avant d'y aller. Une seule fois. C'était son erreur. Le reste du temps, elle passait par Apple Pay sur son compte pro, ou une fois par Lydia avec la mention « repas client ». J'ai retrouvé les justificatifs dans ses mails ou des mails qu'elle pensait inaccessibles. C'est moi qui avais configuré ce compte pro 2 ans plus tôt. Elle n'avait jamais changé l'adresse de récupération. J'avais toujours accès. Toujours la même chambre 312 3 fois de suite. Parfois 2 heures, parfois 5. Une fois elle avait même réservé la nuit entière, le soir où j'étais parti à Bordeaux pour un audit. Elle m'avait dit qu'elle restait tard à un colloque sur la transformation digitale. Elle m'avait fait tout un speech sur à quel point c'était épuisant. Je me souvenais de l'appel. Sa voix fatiguée. Moi qui lui disais de prendre un bain chaud et de se reposer. Quelque chose s'est tordu en moi. Le nom sur la réservation n'était pas le sien, mais il n'a pas fallu longtemps pour faire le lien avec un pseudo que j'ai retrouvé sur un profil fantôme lié à son téléphone. Une variation du prénom de son directeur, nom de famille légèrement modifié. Et là, j'ai compris que ce n'était pas juste un dîner d'affaires. C'était lui qui payait parfois. J'ai vu la transaction Amex liée à une réservation. J'ai copié le numéro de confirmation. J'ai pris des captures. Tout classé par date et heure. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste écouté et observé. L'étape suivante, c'était la protection. J'ai ouvert un compte courant dans une caisse d'épargne à 20 km, un endroit où elle ne mettrait jamais les pieds. J'y ai transféré toute ma paix. J'ai coupé le virement automatique vers notre compte joint. Elle n'a rien remarqué. Le même jour, j'ai commencé à séparer les biens.
J'avais des copies de toutes les déclarations d'impôts des 10 dernières années, tous les relevés bancaires, toutes les transactions cartes. Je savais exactement où était l'argent, et surtout ce qui était à mon nom et ce qui ne l'était pas. On avait un petit compte-titre qu'on avait ouvert ensemble quand tout allait bien. J'ai sorti ma moitié. Liquider ce qui était légalement possible. Reclasser certains abonnements partagés. Changer tous mes mots de passe. Annuler tout ce qu'elle aurait pu utiliser sans moi. 2 jours après la confirmation de l'hôtel, j'ai pris rendez-vous avec une avocate. Pas le genre grande gueule qui promet de tout écraser. Juste une femme discrète et tranchante, maître Valérie, spécialisée dans les séparations conflictuelles et la protection patrimoniale. On a tout passé en revue. Elle m'a donné la feuille de route. Constitue un dossier propre. Pas de surprise. Ne réagis pas avec les émotions. Agis en étant préparé. J'ai suivi ça à la lettre. En une semaine, les bases étaient posées. Comptes séparés, finances nettoyées, protection des biens en cours. J'ai commencé à sauvegarder toutes les preuves, hors ligne et chiffrées. Camille continuait de fredonner le soir, persuadée que je ne savais rien. Elle souriait quand elle recevait un SMS et inclinait légèrement son téléphone pour que je ne voie pas. Elle ignorait que j'avais déjà vu le message avant elle. Elle ignorait que j'avais la vérité et que j'avais l'intention de m'en servir. Pas juste réagir. Répondre. Camille s'est toujours présentée comme une stratège. C'était son mot préféré. Elle disait qu'elle aidait les entreprises à se positionner pour la croissance dans un marché en mutation. Je souriais quand elle disait ça. Je trouvais sa classe, même si je ne comprenais pas toujours très bien ce qu'elle faisait concrètement. Elle avait monté sa propre structure ou une petite agence de conseil en communication, elle et 2 ou 3 freelances. Elle travaillait depuis le bureau à la maison ou dans le café du moment qui avait les meilleurs croissants. La plupart de ses clients étaient des petites boîtes locales, décorateurs d'intérieur, coachs sportifs, marques bien-être. Son LinkedIn parlait de « package complet d'alignement de marque et d'expansion digitale ». Peu importe ce que ça voulait dire. Mais plus je repensais à ce ticket de l'atelier des saveurs et à la régularité de ses virées à l'hôtel, au plus je me demandais si son activité était aussi propre qu'elle le prétendait. Si sa vie personnelle était aussi bien camouflée, qui me disait que le côté professionnel était nickel? J'ai commencé à creuser. Je n'y allais pas les yeux fermés. J'avais accès à nos fichiers partagés, y compris quelques-uns qu'elle gardait sur les factures et les notes de frais de sa boîte. Je me suis dit que j'allais juste jeter un œil. Voir comment l'argent circulait. Je ne m'attendais pas à trouver quelque chose de criminel, juste peut-être d'autres signes qu'elle cachait des choses. Mais tout de suite, ça ne collait pas. Une ligne m'a sauté aux yeux, étude marché Q4 bien-être crépuscule. 4 300 € facturés sur 3 semaines. Pas de contrat joint. Pas de rapport. Pas de dossier client. J'ai cherché l'entreprise sur Google, rien. Pas d'adresse, pas d'immatriculation. Juste une page LinkedIn vide, 0 connexion. Puis j'ai vu le schéma. Plusieurs lignes du même genre, frais d'études, session stratégie, évaluation fournisseur, chaque fois facturées à des sociétés fantômes introuvables. Les montants restaient toujours juste en dessous de 5 000 €, le seuil qui déclenche des contrôles renforcés dans la plupart des banques. Facture nickel, mais trop uniforme. Trop répétitive. C'est là que j'ai pris un détective privé. Je n'en avais jamais utilisé. Je ne savais même pas par où commencer. J'ai demandé à un ancien collègue de la police qui me devait un service après un boulot qu'on avait fait ensemble. Il m'a filé un nom, Marc Lemaire. Type discret. Ancien militaire. Il m'a dit que Marc n'était pas du genre imperméable et chapeau, mais qu'il trouvait des réponses. Marc a travaillé vite. Il a commencé par filer les rendez-vous de Camille, surtout ce qu'elle disait être avec des clients. La moitié du temps, elle ne voyait personne ou elle restait dans des cafés à scroller sur son téléphone, ou elle entrait dans le même petit hôtel rue de la préfecture. Mais Marc n'a pas arrêté là. Il a fouillé les registres d'entreprise, vérifié les bilans, remonté les noms de ses prestataires. Ce qu'il a trouvé m'a retourné l'estomac. Un des plus gros faux fournisseurs, Solutions LPR, était une coquille vide. Pas de salariés, pas de siège, juste une boîte postale. Le compte bancaire lié? Il appartenait à son directeur. Nom différent, entité différente, mais le RIB menait à un compte tampon relié à une autre structure qu'il gérait. Il ne se contentait pas d'une liaison.
Ils blanchissaient de l'argent ensemble. Camille émettait la facture via son agence. Son directeur l'a validée côté client, dans la boîte où ils avaient tous les deux des intérêts. Le paiement passait, puis était discrètement redirigé vers la coquille. Ensuite, impossible de savoir exactement aux dépenses perso, dîner, chambre d'hôtel. Fraude classique de petite structure. Et bête. Mal faite. Il réutilisait les mêmes modèles de factures. Il n'avait même pas masqué les métadonnées. Marc a récupéré des PDF qui gardaient l'historique des modifications avec les initiales de Camille. Il signait pratiquement chaque fichier. Il a même trouvé un document nommé « brouillon-bas fournisseur alt. Docs » où il choisissait le prochain faux nom de prestataire. Camille avait laissé un commentaire « On reste sous les 5K encore ». Ce n'était pas une ou deux factures. C'était une piste des mois d'activité. J'ai repris l'historique de notre compte joint, comparé les restos, les pleins d'essence, les VTC. Tout s'emboîtait. La moitié des fois où elle disait « réseautage » ou « atelier », elle facturait des frais à la société, puis récupérait l'argent en douce. Je suis resté une nuit entière à mon bureau, les fichiers ouverts. Un PDF à gauche, un mail d'elle à droite, un qu'elle m'avait envoyé quelques semaines plus tôt pour me demander de passer aux courses parce que son « déjeuner client » s'était éternisé. Le ticket disait autre chose. Risotto aux langoustines. Filet de bœuf. Champagne. Il ne faisait pas des repas d'affaires. Il se faisait des restos gastronomiques avec de l'argent détourné. Plus je creusais, plus l'image devenait nette. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était de l'escroquerie. Et elle pensait que personne ne s'en rendrait compte. Mais moi, si. Ils avaient leurs petites habitudes. J'observais le rythme depuis 3 semaines. Chaque jeudi à 17h30 précise, Camille se garait sur le parking de l'hôtel des Tournelles, un boutique-hôtel discret à 2 pas du quartier des affaires. Pas le genre d'établissement qu'on voit dans les guides touristiques. Petit. Sobre. Pas de voiturier. Pas de grand hall. Juste quelques étages et une réputation de discrétion. Chambre 408. C'est toujours laquelle allait. Elle réservait parfois au nom de son agence, parfois au sien à lui. Elle entrait avec son gros sac en cuir qu'elle disait remplir de dossiers clients. Trop bien habillée pour un rendez-vous pro, trop décontractée pour un dîner. Je connaissais cette démarche. Un peu plus lente que d'habitude. Comme si elle savourait le moment. Elle restait 2 heures, parfois plus. Puis elle rentrait, et si j'étais là, elle me lançait un sourire et disait que les embouteillages avaient été horribles. Peut-être me demandait ce qu'il restait au frigo ou si j'avais envie d'une pizza. Comme un jeudi ordinaire. Mais ce jeudi-là n'allait pas l'être. J'ai appelé l'hôtel des Tournelles la veille au soir. J'ai demandé la chambre 409 juste à côté. Pas besoin de mentir. J'ai donné mon nom, payé avec ma carte perso, demandé un early check-in. Le réceptionniste a à peine grogné. Ce jour-là, je suis arrivé en avance. Rien d'autre qu'un sac de sport et une chemise cartonnée. Je me suis assis dans la chambre, à écouter le silence étouffé de l'autre côté du mur. D'abord rien, juste des bruits de pas. Puis la porte d'à côté s'est ouverte et refermée. J'ai entendu des talons sur le carrelage. Puis des rires. D'abord doux, puis plus francs. Familier. Son rire. Je ne l'avais plus entendu comme ça depuis des mois. Pas avec moi en tout cas. Ce rire appartenait autrefois au matin tranquille sur la terrasse, ou quand elle me surprenait à la regarder danser dans la cuisine. Maintenant, elle l'offrait à quelqu'un d'autre. Je suis resté là, à boire un café d'hôtel imbuvable dans un gobelet en carton. À regarder l'heure. À 18h22, j'ai décroché le téléphone et appelé la réception. Service d'étage, s'il vous plaît. La voix était enjouée, trop enjouée. Que puis-je vous apporter, monsieur ? Surprenez-moi. Et montez à la chambre 408. Avec beaucoup de serviettes. Une pause. Pardon, monsieur, vous avez dit 408 ? C'est ça. J'ai raccroché avant qu'on me pose d'autres questions. Puis je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. Je n'avais pas prévu de faire un scandale. Pas de cris. Pas de coups. Juste quelque chose qui devait être fait. J'ai frappé une fois.
Puis j'ai donné un coup de pied sec dans le bas de la porte, assez fort pour faire trembler la gâche. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur des voix, étouffées, paniquées. Puis la porte s'est ouverte. Elle était là, en peignoir blanc noué à la taille. Cheveux relevés. Maquillage intact. Ses yeux se sont posés sur les miens et se sont figés. Derrière elle, lui était torse nu, un verre de whisky à la main, comme un mec dans un film qui se prend pour un caïd. Je n'ai pas dit un mot. J'ai sorti le dossier de dessous mon bras et je le lui ai tendu. Bien fermé. Onglet bleu en haut. Papier de divorce, j'ai dit. J'ai pensé que tu préférerais la remise en main propre. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai levé la main. J'espère que le bœuf en valait la peine. Puis j'ai fait un signe vers la chambre. Celle-ci, c'est moi qui régale. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour discuter, pleurer ou s'expliquer, je ne sais pas. Mais j'étais déjà en train de pivoter. Je ne suis pas parti tout de suite. Je suis passé devant elle lentement, posément et je me suis arrêté devant lui. Il n'a pas bougé. Il essayait juste d'avoir l'air calme, mais ses doigts serraient le verre comme s'il allait se casser. Je l'ai regardé dans les yeux. Sans un mot. Juste un regard qui disait tout ce que je n'allais pas prononcer. Puis j'ai bougé vite et précis. Il s'est écroulé, une main sur la mâchoire. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti une petite pile de serviettes. Serviettes d'hôtel, soigneusement pliées. Je les lui ai lancées. En retournant vers la 409, j'ai entendu sa voix derrière moi ou la sienne. Quelque chose de suffisant, comme s'il pensait encore contrôler la situation. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai même pas tourné la tête. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis au bord du lit et j'ai relâché un souffle que je ne savais pas retenir. Puis j'ai pris le téléphone de la chambre et j'ai appelé mon avocate. Valérie, c'est moi. C'est fait. Bien, a-t-elle répondu. Comment? Je les ai servis en personne. À l'hôtel. Lui présent. Culotté, a-t-elle dit après un silence. Tu veux avancer sur la suite? Oui. Lui aussi, dès lundi matin. Et contacte sa femme. Elle mérite de savoir. Tu es sûr? Certain. Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit qu'elle s'en occupait. J'ai raccroché et je me suis adossé à la tête de lit. La chambre sentait le nettoyant pour moquette et la lavande, comme si elle essayait de faire semblant d'être autre chose. Un peu comme la femme que j'avais aimée. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les immeubles. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'étais juste stable. Comme un homme qui vient enfin de franchir la partie la plus dure du chemin. La vérité était là. Et maintenant, il allait y avoir des conséquences. J'ai passé les 3 nuits suivantes dans un meublé de courte durée de l'autre côté de la ville, profitant du calme pour classer tout ce que j'avais rassemblé. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais méthodique. Concentré. Lucide. J'avais des dossiers par date. Des tableaux de suivi des paiements. Des captures d'écran, des historiques d'appels, des agendas. J'avais les exports PDF de toutes les factures qu'elle avait émises via sa société. Et j'avais le rapport complet de Marc le détective signé et légalisé, qui détaillait chaque passage à l'hôtel et chaque mouvement financier douteux entre elle et son directeur. Je ne voulais pas l'humilier publiquement. Je voulais la démasquer. J'ai commencé par les impôts. Je connaissais assez les contrôles fiscaux des petites entreprises pour savoir qu'ils se fichaient du drame personnel mais qu'ils s'intéressaient énormément aux revenus non déclarés et aux fausses déductions. J'ai tout mis dans une enveloppe propre. À l'intérieur, copie du journal des factures, mise en regard avec les informations sur la coquille que Marc avait déterrée. J'ai surligné les paiements déguisés en honoraires de conseil et précisé qu'aucun des destinataires n'était un prestataire réel enregistré. La lettre était tapée, non signée. L'adresse de retour était une boîte postale abandonnée que j'avais trouvée dans le registre des entreprises radiées à Clermont-Ferrand. J'ai mis des gants pour tout manipuler. Pas d'empreinte. Pas de cheveux. Pas d'erreur. La cible suivante était le comité d'éthique de la grosse boîte de conseil pour laquelle elle travaillait en sous-traitance. Elle en parlait toujours avec fierté ou une structure qui se vantait d'intégrité, de transparence et de responsabilité sociale.
J'ai retrouvé l'adresse mail du responsable conformité et j'ai tout envoyé depuis un compte jetable créé sur un ordinateur d'une médiathèque à 2 villes de là. Objet, fraude en cours ou implication de personnel interne. Dans le mail, j'expliquais en termes clairs ce qu'ils avaient sous les yeux. J'ai même mis des tirets faciles à lire pour les RH. 3 pièces jointes, analyse fournisseur, synthèse rapport détective, transaction suspecte. Enfin, j'ai envoyé par courrier un exemplaire papier complet au directeur régional conformité de la maison mère de son directeur. Ce type supervisait plusieurs agences dans la région, et il avait beaucoup plus à perdre que les autres. L'enveloppe était professionnelle. Pas de mots manuscrits. Pas de menaces. Juste des faits. Froid et propre. Et puis j'ai attendu. Ça n'a pas traîné. Moins d'une semaine plus tard, j'ai vu les fissures apparaître. Son LinkedIn, qu'elle mettait à jour presque tous les jours, est soudain devenu muet. J'ai vérifié avec un autre compte. Son poste avait disparu. Le nom de l'entreprise remplacé par « consultante indépendante ». Traduction, au chômage. Sa photo a été retirée de la page équipe du site de la boîte. 2 jours après, Marc m'a appelé. « Tu devrais allumer BFM Business ou Les Échos », qu'il m'a dit. J'ai regardé. La presse économique locale avait publié un court article sur un « remaniement interne » dans son agence. Rien de précis, mais il était question d'un audit lancé à cause de « pratiques de facturation irrégulières ». Un cadre dirigeant avait été relevé de ses fonctions. C'était lui. Viré. Elle. Mise à pied conservatoire en attendant les résultats de l'enquête. Je pouvais imaginer le silence dans les bureaux ou les regards en coin, les chuchotements prudents à la machine à café. Dans les petites structures, tout se sait vite. Surtout quand les clients commencent à flipper. À la fin de la semaine, 3 des plus gros clients de l'agence avaient suspendu leur collaboration. Je l'ai lu dans un article suivant. Personne ne donnait de nom, mais je n'en avais pas besoin. Elle ne m'a jamais adressé la parole. Sans doute que son avocat lui avait conseillé de se taire. Ou peut-être qu'elle avait enfin compris qu'elle jouait aux échecs contre quelqu'un qui avait déjà vu toute la partie. Je n'ai pas fanfaronné. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas pavané. Tout ce que j'ai fait n'a laissé aucune trace. Le compte mail a été supprimé dans l'heure. Les fichiers ont été uploadés via un serveur sécurisé qui passait par un pays sans convention d'entraide judiciaire. Le colis postal n'avait ni signature, ni ADN, ni image de vidéosurveillance de moi entrant ou sortant. Juste du papier. Juste la vérité. Et cette vérité a fait ce que je ne pouvais pas faire moi-même. Elle a parlé plus fort qu'aucune dispute. Elle a coupé plus profond qu'aucune insulte. Et surtout elle m'a laissé propre. Pas de cris. Pas de regrets. Juste une justice silencieuse. Comme je l'ai dit, je crois aux choses bien faites. Et ça, c'était bien fait. C'était un jeudi après-midi, environ 2 semaines après l'hôtel. La poussière retombait, du moins de mon côté. J'avais signé quelques documents supplémentaires, passé 2 réunions avec mon avocate, et rangé les derniers fichiers. Je dormais mieux, je remangeais normalement. Le poids ne pesait plus sur moi, il était derrière moi, comme une porte que j'avais fermée à clé. Je ne m'attendais pas à le croiser. J'étais passé dans un parking souterrain du centre-ville pour récupérer des documents dans une borne sécurisée d'un client. L'endroit était presque désert, juste du béton, cette odeur de poussière urbaine et l'écho de tes pas. Je marchais vers ma voiture quand je l'ai vu. Adossé à une Audi noire. Chemise rentrée dans un pantalon sur mesure. Oreillette Bluetooth, comme s'il était encore patron de quelque chose. Il parlait avec les mains, faisait les 100 pas. C'était lui. Le type de la chambre d'hôtel. Il ne m'avait pas encore vu. Mais j'ai vu son sourire en coin d'abord. Ce petit air satisfait que certains hommes ont quand ils pensent que le monde leur appartient encore. Il s'est retourné, m'a vu traverser le parking, et ses sourcils se sont levés comme s'il tombait sur un vieux pote au rayon bricolage. Il a coupé son oreillette. Eh ben, t'as plutôt bien encaissé, dis donc. C'est tout. Juste cette phrase. Pas d'excuse. Pas l'ombre d'un regret. Juste de la suffisance en costard. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai continué à marcher. Calme. Maîtrisé.
Il a dû voir quelque chose changer sur mon visage parce que son sourire s'est effacé juste avant que j'arrive à sa hauteur. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis juste approché et j'ai fait un mouvement brusque. Il n'a même pas essayé d'esquiver. Pas un mot. Il s'est écroulé comme si on lui avait retiré le sol. Sans chichi. Sans gesticulation. Juste à plat sur le côté, comme une planche qui tombe d'un camion. Je l'ai regardé. Il a grogné une fois, s'est retourné à moitié, puis s'est figé quand je me suis agenouillé près de lui. Mais je n'avais pas fini. Je me suis relevé, je suis allé à ma voiture. J'ai ouvert la boîte à gants et pris mon multi-outil, celui que je garde toujours là pour le boulot. Pas un truc de Rambo. Juste l'outil pratique que j'utilise pour couper des câbles, démonter des fusibles ou serrer un boulon quand je suis en intervention. Je suis revenu vers sa voiture. Une Audi noire toute propre, cire récente. Pneus neufs. Jantes brillantes. Comme la plupart des choses dans sa vie, de la compensation. Je me suis accroupi côté conducteur. J'ai dévissé le bouchon de valve, retiré la tige. L'air est sorti en un petit sifflement discret. J'ai fait ça lentement, pour qu'il entende. Puis le suivant. Puis le suivant. Puis le dernier. Les 4. Complètement dégonflés. Sans aucune dégradation. Pas de couteau. Pas de coupure. Juste une bonne vieille déflation manuelle. Il était toujours par terre, appuyé sur un coude, en train de se frotter la mâchoire comme s'il n'était pas sûr qu'elle soit encore entière. Je me suis approché. Je me suis accroupi près de lui. Assez près pour qu'il voie la trace d'usure sur ma chaussure, qu'il sente l'odeur du métal sur mes doigts. La prochaine fois, j'ai dit doucement, je ne m'arrêterai pas aux pneus. Ses yeux se sont agrandis. Il n'a rien dit. Puis je me suis redressé et je suis retourné à ma voiture. Je n'ai pas regardé derrière. Je n'ai pas attendu de remerciements. J'ai juste démarré, tranquille, comme si j'avais livré un colis et que j'allais au suivant. J'attendais un coup de fil. Peut-être une visite. Un avocat avec une lettre recommandée. Rien n'est venu. Ni ce jour-là. Ni le lendemain. Une semaine plus tard, Marc m'a envoyé un message sur notre canal sécurisé. Le type racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait glissé sur une flaque d'huile et s'était cogné la mâchoire sur le béton. Pas un mot sur moi. Pas de plainte. Pas de police. Je n'étais pas surpris. Les lâches ne portent pas plainte. Surtout ceux qui sourient avec un verre de whisky à la main pendant qu'ils sont dans ta place. Ce n'était plus une question de justice. Elle avait déjà été rendue. C'était une question d'équilibre. De mettre un point final à une histoire qui n'aurait jamais dû exister. Je n'étais pas fier. Je n'avais pas honte non plus. Certaines choses ne se réparent pas avec des papiers. Certaines choses demandent une autre forme de clôture. Et ce jour-là, dans ce parking, j'ai eu la mienne. Le divorce a été prononcé en 48 jours. C'est plus rapide que ce que la plupart des gens imaginent. Mais quand on arrive prêt avec un dossier béton, des comptes propres et une avocate qui ne scie pas, ça va vite. Comme arracher une dent pourrie quand on a déjà mis de la glace. Camille ne l'avait pas vu venir. Pas vraiment. Pas toute la violence de la chose. Elle pensait que ça allait traîner. Que je finirais par craquer. Que j'hésiterais, que je reculerais, ou pire, que j'essaierais de recoller les morceaux. Elle s'imaginait sans doute qu'on se retrouverait dans le bureau d'un médiateur, qu'on boirait de l'eau minérale et qu'on parlerait de reconstruction. Elle s'est trompée de calcul. Elle a tout essayé. D'abord la confusion, je ne savais plus ce que je voulais. Puis le regret, c'est arrivé tellement vite. Ensuite les grandes promesses thérapie, amitié, nouveau départ. Elle a même proposé de vendre la maison, de déménager ailleurs, de laisser le passé derrière nous. Je n'ai presque rien répondu. Mon avocate gérait tout dans les règles. Le juge se fichait de ses sentiments. Les magistrats voient passer beaucoup de larmes. Ils n'accordent pas de seconde chance par sentimentalité. Ce qui comptait, c'était le dossier, et grâce au travail préparatoire que j'avais fait, ce dossier dessinait une image très claire. J'ai gardé la maison. Pas par attachement, mais parce que c'est moi qui l'avais payée en grande partie et qu'elle était à moi bien avant qu'elle n'emménage. J'ai gardé les comptes retraite aussi. Le juge a retenu là,
contribution disproportionnée aux revenus et aux actifs sur la durée, ce qui est une façon sophistiquée de dire « j'ai bossé, je garde les fruits ». La retraite complémentaire? Intacte. Elle s'est battue pour. Elle l'a réclamée 3 fois. Elle disait m'avoir soutenu pendant les années difficiles. Sans doute qu'elle appelait ça du soutien, détourner les questions, vider les comptes, passer les jeudis après-midi avec son directeur à l'hôtel des Tournelles. Le juge n'a pas partagé sa vision du soutien. Et le chien? Là, c'est devenu personnel. Il s'appelle Brutus. Vieux bâtard de refuge avec une oreille abîmée et une queue qui tape comme un marteau quand il est content. Il avait commencé à grogner doucement vers Camille quelques mois avant tout ça. Rien de méchant, juste un grondement d'avertissement quand elle s'approchait trop. Je pensais qu'il faisait son grincheux. En fait, il était le seul dans la maison à avoir vu la vérité avant moi. Elle ne s'est pas vraiment battue pour Brutus. Elle a dit qu'elle était trop prise par le moment pour s'occuper d'un animal. Tant mieux. Brutus et moi, on est restés ensemble. Elle est repartie avec son SUV en leasing, quelques milliers d'euros sur son compte perso, et une pile de frais d'avocat qui l'a fait grimacer quand elle les a vus. Son agence a fermé 3 semaines après le début de l'audit. Personne n'a dit officiellement que c'était à cause de la fraude, mais son nom a disparu du RCS sans communiquer. Sans poste d'au revoir. Juste effacé. Puis sont venus les appels. Ou plutôt, les absences d'appels. Elle a postulé à des postes hors région en marketing, remote, même des missions juniors en conseil. Avant, son CV avait des réponses en 24 heures. Là. Silence radio. Blacklisté. Dans ce milieu, les gens parlent. Et quand quelqu'un comme moi met la vérité dans une enveloppe propre et la fait parvenir aux bons interlocuteurs, la vérité circule plus vite que n'importe quelle rumeur. Une connaissance commune m'a dit qu'elle était choquée de voir à quel point le marché lui était devenu hostile. Qu'elle se sentait comme un fantôme dans son propre secteur. Pas de retour. Pas d'entretien. Juste des portes qui étaient ouvertes avant, et qui maintenant étaient fermées sans bruit. On brûle son pont, il ne faut pas s'étonner que le chemin soit coupé. J'ai tout gardé discret. Rien posté en ligne. Rien dit à personne en qui je n'avais pas confiance. Je ne cherchais ni vengeance publique ni humiliation sur les réseaux. Je ne voulais pas de foule. Je voulais juste qu'elle sorte de ma vie, et que la vérité la suive. On dit que la paix vient du pardon. Peut-être. Pour certains. Pour moi, la paix est venue avec le silence. Avec des comptes qui tombent juste à nouveau. Avec un placard vide qui ne sent plus son parfum. Avec Brutus qui dort au pied du lit comme avant que tout s'effondre. Je n'ai pas fêté quand les papiers sont arrivés. J'ai signé, rangé le dossier, et je me suis servi un café. Je me suis assis sur la terrasse. J'ai écouté les oiseaux. Elle a cramé sa carrière. Elle a perdu la vie qu'elle s'était construite sur mon dos. Elle a échangé la stabilité contre du plaisir à court terme et s'est retrouvée avec rien d'autre que le souvenir. Et moi? J'ai gardé l'essentiel. Ma tranquillité. Mon nom. Mon chien. Et je n'ai jamais regardé en arrière. La femme du directeur, elle, n'a pas hésité. L'information lui est parvenue très vite, plus vite que je ne l'imaginais. Mon avocate a envoyé le dossier à son adresse personnelle. Rien de théâtral. Pas de lettres. Juste les faits. Copie des mets, rapport du détective, chronologie. Relié proprement. La vérité n'a pas besoin de fioritures. Elle a déposé une demande de divorce le lendemain matin à 9h tapante. Pas de cri. Pas de supplication. Juste entrer dans le cabinet de son avocat et action lancée. Une connaissance dans les milieux juridiques m'a dit qu'elle avait l'air calme. Déterminée. Comme quelqu'un qui vivait depuis longtemps sur le fil du doute, juste en attente d'un élément concret. Elle l'a vidé. Elle a pris la maison, les comptes retraites, même le voilier. Elle n'a pas joué fair play où elle n'en avait pas besoin. Sa faute à lui donnait tout ce qu'il fallait. Adultère. Fraude. Responsabilité professionnelle. Quand l'audit de la boîte s'est terminé, il était au chômage, publiquement sali, et vivait dans un appart loué près de l'aéroport. J'ai entendu dire qu'elle avait changé les serrures avant même que l'encre soit sèche. Gelé les comptes joints, vendu sa collection de montres, et rayé son nom de tous les documents qu'elle pouvait toucher.
pas de seconde chance. Elle a brûlé le pont derrière elle et elle s'est assurée qu'il soit encore dessus. On n'imagine jamais vraiment que ça va aller jusqu'au niveau fédéral. Pas quand on est juste un mec avec un CDI et un bon chien. Mais la vérité, voilà le truc, elle va loin. Tu la lâches dans la bonne direction, et elle ne s'arrête pas à ta porte. Elle continue. Elle grimpe. Jusqu'à atterrir sur un bureau qui a du poids. Les impôts ont ouvert une procédure. Discrètement d'abord. C'est leur façon de faire. Ils ne crient pas sur les toits. Ils observent. Ils collectent. Ils attendent. Ils avaient probablement déjà repéré ces factures avant même que mon enveloppe arrive. Je leur ai juste donné le contexte. Une petite poussée. Quand j'ai su que c'était passé au niveau fédéral, ce n'est pas venu par une perquisition ou un article. C'est Marc le détective qui m'a appelé depuis une ligne sécurisée qu'il utilise quand ça devient gros. Il m'a juste dit, il creuse très profond maintenant. Elle ne va pas s'en sortir comme ça. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. La machine était lancée. Les chefs d'accusation se sont accumulés. Escroquerie par abus de confiance. Fraude fiscale. Association de malfaiteurs en vue de fraude. J'ai lu la liste une fois dans un résumé de procédure que j'ai eu par un contact. Son nom n'était pas le seul. Celui du directeur Monsieur Bluetooth et Whisky était là aussi, en tête. Mais il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas vraiment. Il a parlé. Quand la pression est montée, il a fait ce que font beaucoup d'hommes acculés, il a commencé à balancer. Sans doute pour sauver sa peau, peut-être pour négocier, peut-être parce qu'il pensait pouvoir s'en tirer en la sacrifiant. Ça m'était égal. Son témoignage comprenait des mais. Des dizaines. Transmis directement au parquet avec tous les horodatages et pièces jointes. Des mais où elle parlait de « méthode de facturation alternative » et de « relations fournisseurs non déclarables ». L'un d'eux, paraît-il, a été lu à voix haute lors d'une audition. Celui où elle écrivait « on reste discret », comme d'habitude. Celui-là, on m'a dit qu'il avait fait baisser les yeux à pas mal de monde autour de la table. Elle a fini par prendre un deal. Éviter la prison. Probation, remboursement, casier judiciaire permanent qui la suivra partout. Sa capacité à diriger une société? Supprimée. Ses droits financiers? Restreints. Plus de conseils, plus de gestion d'entreprise, plus rien dans son ancien monde. Elle a déménagé. Hors région. Elle a essayé de changer son nom sur les réseaux, commencé à suivre des coachs de développement personnel, poster des citations vagues sur les « nouveaux départs » et la « guérison après la trahison ». Sans jamais dire ce qui s'était vraiment passé. Sans jamais reconnaître sa part. Mais les gens savaient. Internet n'oublie presque rien. Et ceux qu'elle appelait collègues? Eux non plus. J'ai entendu qu'elle avait postulé dans une agence moyenne à Nantes. Pas même un accusé de réception. Elle a tenté une intervention comme conférencière à Bordeaux. L'organisateur a retiré sa candidature avant même de la soumettre au comité. Les nouvelles circulent. Et les dossiers aussi. Quant à moi, je suis parti. Pas juste de la maison. Pas juste de la ville. De tout. Nouvelle région, nouveau poste, nouveau départ administratif. J'ai mis à jour tous mes dossiers. Fermé les anciens comptes. Changé de numéro. Rediriger le courrier. Je ne me cache pas, je me suis juste effacé. Nettoyé. Mon permis a une nouvelle adresse dans un département où elle n'a jamais mis les pieds. Mes factures arrivent dans une boîte postale dans un bled si petit qu'on doit payer l'essence à l'intérieur. C'est calme ici. Les gens restent chez eux. J'aime ça. Ma sœur me dit que Camille essaie encore d'appeler de temps en temps. Pas souvent, mais tous les 15 jours environ. Un message. Un numéro qui change. Juste pour prendre des nouvelles, comme si elle avait encore droit de savoir ce que je deviens. J'ai dit à ma sœur de ne pas répondre. Pas par méchanceté, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. Je ne porte pas de rancune. C'est son boulot maintenant. À mes yeux, elle a fait ses choix. Moi, j'ai juste fait en sorte qu'ils aient un prix. Je ne parle jamais d'elle. Pas ici. Les collègues avec qui je bosse ne connaissent pas son prénom. Le garagiste qui répare ma voiture ne sait pas que j'ai été marié.
Les gens du bistrot me connaissent par mon prénom et ma commande de café au serré, 2 sucres, sans question. Parfois, le soir, je m'assieds sur la terrasse, les pieds sur la rambarde, café à la main, Brutus roulé en boule à mes pieds. J'écoute les grillons dans les arbres et le ronron lointain d'un tracteur dans le champ d'à côté. Ce n'est pas une grande vie, mais c'est la mienne. Propre. Dénouée. Et tu sais quoi? Parfois, le silence est vraiment la meilleure revanche. Pas besoin de hurler pour gagner. On s'en va doucement, et on laisse la vérité parler toute seule. Maintenant, je dors tranquille. Comme une masse. Partagez votre avis dans les commentaires, aurait-il dû la dénoncer publiquement ou était-il plus judicieux de rester anonyme? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.